Donc, ces bébés qui vont présenter un aplatissement au niveau crânien, c'est systématiquement des bébés qui présentent des tensions. On va avoir un peu deux grands styles de bébés qui présentent des tensions. On va avoir ces bébés qui sont très raides, qui fonctionnent un peu comme des piquets, mais un peu peut-être rentrés dans les épaules et qui du coup vont plutôt être sur un système d'extension. Il faut que vous imaginez votre bébé comme un ressort qui aurait été plus ou moins comprimé, et si ce ressort a été comprimé dans son axe, il va avoir tendance à se tasser un petit peu comme ça. Donc c'est des bébés qui sont comme ça, la tête dans les épaules, et qui du coup vont pas avoir une rotation optimum de la tête, qui vont rester un peu comme ça, plantés sous leur arche et facilement aplatir du coup l'arrière de leur tête. Ça va plutôt donner des bébés avec des brachycéphalies quand ils sont fixés dans leur axe comme ça. Si ce même bébé s'est fixé mais dans un axe qui brille un petit peu, je vous l'explique après pourquoi il peut briller. Si ce bébé il est un petit peu brillé, hop, il va plutôt dans le ventre, tac, il va se retrouver avec une préférence rotatoire. Il va s'incliner et tourner la tête de l'autre côté, et là du coup il va se retrouver avec une asymétrie dans ses tensions, donc il est toujours compacté plutôt en extension, mais il va tourner d'un côté la tête ou de l'autre, et c'est de ce côté-là que la tête du coup en contact avec le matelas va venir s'aplatir. Ok. Alors, et ça donnera plutôt les plagocéphalies. On va se répéter plusieurs fois, mais c'est très important. Ce n'est pas le système de tension qui aplatit la tête du bébé, c'est les contraintes que le bébé a parce qu'il est sur le dos toute la journée sur ce système de tension qui vont venir créer trop de pression sur un endroit de la tête. Et encore une fois, parce que ce crâne est malléable, il va s'aplatir plus facilement, donc se déformer. Donc un bébé comme lui qui est porté, eh ben, il n'aura pas la tête parce que s'il est porté, il a l'arrière de son crâne qui est toujours libre. Et ça, c'est super. On reviendra sur le portage et le maternage tout à l'heure. Pourquoi ces bébés ils sont coincés? La plupart du temps, on a des tensions qui se mettent en place soit pendant la grossesse, soit pendant l'accouchement. C'est ça je sais pas le pourcentage d'ailleurs, mais c'est ça la majorité des cas. Okay, ces bébés qui sont dans le ventre vont éventuellement subir ce qu'on appelle, pendant César, ce qui est pas César, on appelle ça la crise du logement, et qui vont se retrouver un peu coincés dans leur habitat. L'utérus, c'est super, c'est un muscle qui peut s'expandre, mais il peut lui aussi être soumis à des tensions et venir un peu freiner son expansion. La nature est plus forte que tout, l'utérus sera assez grand pour votre bébé, mais peut-être qu'il va être le siège de tension qui vont faire que ce bébé il va être plus d'un côté, plus de l'autre de votre bassin, appuyé peut-être très fort en bas, assez tôt, et donc venir finalement se configurer sur une pression qu'il crée déjà au niveau de son crâne. Ça va être un facteur qui va venir tendre plus facilement votre bébé à l'arrivée. Pendant la grossesse toujours, crise du logement plus s'il y a 2 bébés ou plus dans le ventre. Alors là, vous cumulez les chances d'avoir un bébé qui a des blocages. Les gros bébés, plus le bébé est gros, maman gabarit petit, utérus un peu fâché pour une raison ou pour une autre, et vous allez avoir un bébé qui subit aussi cette crise du logement et qui va plus facilement venir se compacter. Voilà, ces contractions d'un utérus contractile assez tôt, elles vont venir finalement un peu, voilà, imaginez votre bébé comme un ressort qui va se faire compacter. Et là, on n'est pas encore à l'accouchement. Compacter. Et au moment où il va arriver sur Terre, ce petit ressort va quand même finir par essayer de s'allonger. Mais s'il a gardé des zones de tension, et ben ça va être des choses qui vont être difficiles pour lui à déployer. Et ce sera notre rôle de le faire. Donc, on est arrivé à la fin de la grossesse, super. Disons que le bébé jusque-là allait bien, il n'a pas été comprimé par une crise du logement. On arrive à l'accouchement et là, on a différentes choses qui peuvent nous amener un bébé plus ou moins coincé. L'accouchement qui est long, parce que contraction, le col qui s'ouvre pas, ça avance pas, j'appuie pas de taper au bon endroit, je continue, ça avance pas. Et ils sont compactés, quand ils sortent, c'est pas cool. À l'inverse, restons sur les accouchements un peu longs, c'est souvent ceux qui ont été déclenchés. Un monsieur qui chante dehors, de la motivation. C'est souvent des accouchements, il y a aussi des accouchements qui ont été déclenchés, donc on met de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone de synthèse qui produit des contractions qui sont différentes. Quand je suis stressée, je parle très vite, j'espère que vous suivez. Ce qui produit des contractions qui sont plus importantes au niveau utérin, plus fortes. Voilà, il y a des thérapeutes qui me soufflent. C'est une équipe en des contractions plus fortes au niveau utérin et qui potentiellement vont générer plus de tension, encore une fois, chez votre bébé.
Donc bon, pour faire simple, le pire du truc, c'est ce bébé qui subit une crise de logement. Vous arrivez à l'accouchement, alors vous avez subi une crise de logement, vous avez fait une menace d'accouchement prématuré à 6-7 mois, donc là il est planté dans votre bassin. On continue, finalement vous restez alité les 3 derniers mois de grossesse, donc ça c'est aussi un bon moyen pour que le bébé perde en mobilité dans le ventre. On arrive à l'accouchement, finalement l'accouchement ne se déclenche pas tout seul et puis on finit par vous déclencher post-terme parce que vous êtes resté allongé pendant 3 mois, donc de toute façon il ne se passe plus rien. On vous déclenche en post-terme, on met de l'ocytocine, on y va, ça n'avance pas, l'accouchement dure 24 heures. Tout ça sur un environnement où la poche des os c'est rupturé, si ce mot existait, fissuré. Merci, voilà, l'appareil existe. La poche des os c'est donc fissurée assez tôt et donc ce bébé subit toutes ces contractions dans un environnement qui n'est pas aqueux, qui ne lui sert pas d'amortisseur et donc du coup, pareil, il va être encore plus. Vous avez compris, hein, il ne va pas bien ce bébé là, il est tout compacté. Et parce que ça dure trop longtemps et que sous ocytocine, sans eau, ça dure trop longtemps, chouchou commence à avoir le rythme cardiaque qui diminue et donc là on décide d'aller l'extraire au forceps ou de faire une césarienne en urgence. Et là il est un peu fâché en arrière. Okay. Vous pouvez avoir un seul de ces facteurs ou plusieurs. On a des bébés qui subissent tous ces facteurs et puis qui finalement s'en remettent pas si mal que ça parce qu'heureusement ils ont des capacités d'autorégulation quand ils arrivent et se détendent une partie de leur tension et puis d'autres avec un facteur mais qui a été impactant ou plus, peuvent rester un petit peu impliqués dans leur corps. Parce que c'est mon dada, quid des freins restrictifs buccaux et de ces bébés dans leur schéma de tension. On implique les freins restrictifs buccaux dans les développements de plagiocéphalie et de brachycéphalie. Le lien est un petit peu, parce qu'à gauche je vous l'accorde, mais ce n'est pas le frein qui génère la plagiocéphalie, c'est que sur ce contexte de tension, si en plus vous avez des freins restrictifs qui viennent empêcher une bonne mobilité de la mâchoire, de la langue de votre bébé, alors que la langue est censée se poser au palais et détendre une bonne partie des tensions de votre bébé, vous allez finalement avoir quelque chose dans la bouche de votre bébé qui vient fixer ce schéma, parce qu'à chaque TTI, il va générer beaucoup de compensation et qu'éventuellement, il a grandi et développé son frein sur ce système de tension. Donc ce sera important d'aller vérifier s'il y a des freins restrictifs buccaux à l'intérieur de la bouche, s'ils sont problématiques et que le traitement ostéopathique n'avance pas, on en parlera après, venir aussi les libérer pour que le bébé se libère de son schéma en entier, ça peut être un vrai frein à un retour à zéro de chouchou. J'ai tout dit? Allez. Je crois. Du coup, on va aller mesurer ces déformations en séance, sur l'ostéopathie en kiné. Pour les plagiocéphalies, on va aller chercher les 2 diagonales du crâne et ça va donner une différence. C'est en fonction de ces différences qu'on va savoir si c'est une petite plagiocéphalie. Donc, du coup, il y a juste une déformation avec un éclat. Une plagiocéphalie plutôt modérée, donc là on commence à avoir l'oreille qui se décale par rapport à l'autre oreille. Donc vraiment, sur un crâne, la plagiocéphalie, c'est vraiment comme ça que ça va se passer. Hein. Du coup, voilà. Je fais ça. Du coup, avec l'oreille qui commence à s'avancer et les plagiocéphalies sévères, où du coup là, on a vraiment ce côté bondement d'un côté au niveau frontal, l'oreille qui s'est décalée, l'œil qui est un peu plus petit d'un côté par rapport à l'autre, et le niveau qui devient plus petit aussi, le niveau oculaire, donc l'œil par rapport à l'autre. Pour les breaks, alors, tu les gens vont des petits crânes. Ouais, le plagion. Alors, c'est les différents stades de plagiocéphalie. On voit quelque chose, non? Ah non, non plus. Et puis On voit. Voilà, à différents stades, donc là vous avez juste un petit aplatissement de la tête, l'oreille est à peine avancée. Comme ça va augmenter. Vous voyez, vous avez le crâne qui commence à changer de. Là, on voit l'oreille qui commence à bien avancer. À ce niveau-là, ça commence à bomber au niveau frontal. Donc là, on en parle pas. Ok, et dans les cas les plus sévères, on va avoir un impact au niveau de la face aussi du bébé. Donc là, vous voyez l'aplatissement, l'oreille qui s'est avancée. Vous allez avoir une bosse frontale du côté homolatéral, du même côté que la plagiocéphalie. Souvent, il y a un œil qui est plus petit que l'autre, etc. Donc il y a un vrai retentissement sur la face. Tu voulais que je te montre le brachycéphalie, ouais, je veux bien. Pareil, alors du coup, c'est pas exactement les mêmes mesures, mais par contre, il y a 3 stades. Donc la brachycéphalie légère, vraiment, c'est le côté méplat au niveau postérieur du crâne.
modéré, où on commence à avoir un bon moment, il y a un vrai hémoplat qui se crée, et il y a un bon moment qui se crée au niveau frontal. Et la sévère, où là, du coup, il y a vraiment ce côté tête plate derrière, qui fait les oreilles décollées, et les oreilles qui commencent à se décoller. C'est important d'avoir en tête les différents stades quand on prend en charge ces enfants, parce qu'en fonction du stade et en fonction de l'âge de l'enfant, on ne va pas du tout avoir les mêmes timings de rééducation et les mêmes attentes. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, le crâne, il a beaucoup de croissance et de possibilités de déformation dans les 6 premiers mois, et du coup un bébé encore plus dans les 4 premiers, c'est vraiment les 4, c'est très important d'essayer de voir les enfants avant ces 4 premiers mois pour les traiter tout de suite. Du coup un bébé qu'on va voir avec 5 mois par exemple, 6 mois, on ne va pas avoir les mêmes choix thérapeutiques que pour un bébé qui a 5 semaines, où là on voit un tout début de méplat, ou même s'il y a déjà une déformation qui est importante, on va avoir beaucoup plus de potentiel de récupération. C'est-à-dire que ce bébé que vous voyez à 5 semaines et qui a déjà un aplatissement crânien, il est aussi inquiétant que rassurant. C'est-à-dire qu'il a 5 mois moins 1 semaine pour se remettre de ça, mais il a aussi 5 mois et 1 semaine, et moins 1 semaine pour s'aggraver. Donc il ne va pas être pris en charge de la même façon que celui qui a 5 mois et demi débarque avec une plagiose légère, où là on va libérer le schéma, et puis bon voilà, ça va aller, quoi, ça va le faire parce que son crâne ne va pas rebouger autant que ça. Donc on fait vraiment au cas par cas en fonction de la déformation, des chiffres qu'on mesure avec ce petit machin là qui s'appelle un craniomètre et qui vous permet, on va laisser. Ah non, t'es réveillé. Hein. Bon, allez, on te laisse tranquille. Vous allez on va venir mesurer en fait les diagonales et trouver l'écart qu'on a entre les deux, ou le diamètre antéro-postérieur qui nous donne un pourcentage pour la brachycéphalie. Et on va venir vérifier séance après séance que ça va dans le bon sens. Okay, et bon, encore une fois, à 5 mois et demi ou à 5 semaines, c'est pas le même délire pour le traitement. Les conséquences de ces déformations, alors elles sont tout d'abord esthétiques. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, en fonction du grade de déformation, ça sera plus ou moins esthétique. Mais ce qu'on essaie de vous faire dire aussi, c'est que c'est pas juste un petit méplat qui sera caché par les cheveux. Enfin, c'est quand même important. Je pense que tous les parents ont envie d'avoir un beau bébé et un bel enfant. Et que voilà, c'est un peu dommage de passer d'avoir des déformations alors qu'on aurait pu travailler dessus si on l'avait vu plus tôt. Elles vont être aussi orthodontiques par l'adaptation de la face et de la mâchoire en fonction de ce qui se passe aussi derrière. Donc c'est quand même un ensemble. Et du coup, on a l'oreille, du mouvement, de l'œil, mais en fait, au niveau de la mâchoire, c'est pareil, la croissance elle va se faire en fonction de ce qu'il y a autour et en fonction des tensions qui s'opèrent au niveau du crâne. On peut aussi avoir l'apparition un peu plus tard de scoliose ou de déséquilibres posturaux pour ces enfants. Pensez à ce schéma de bébé qui a été compacté et qui a brillé. Celui-là, si on ne le libère pas de son schéma, au moment où il va grandir, avec cette traction, et ça peut être une super origine de scoliose idiopathique. Idiopathique, c'est qu'on ne connaît pas la cause, peut-être qu'on la connaît. En autre statut fine, on peut aussi avoir au moment du CP par exemple des enfants qui vont avoir un problème d'écriture, vont avoir du mal avec la motricité fine à cause justement de ces déformations crâniennes qui ont asymétrisé leur façon de bouger, leur manière d'utiliser leur corps. C'est aussi des enfants qui potentiellement vont avoir plus tard des douleurs diverses, des douleurs où on ne sait pas trop pourquoi, etc. Ça peut venir de cette croissance qui a été, comme tu dis, bébé compactée et qu'on n'a pas traité et qu'on n'a pas vu en séance. Ce sera le schéma de compensation finalement qui devient douloureux, parce que si vous avez des tensions qui ont tendance à vous incliner comme ça, le corps voudra toujours garder votre regard à l'horizontale, donc il va faire toutes les compensations possibles pour tenir le plus droit du monde, mais sauf que c'est au prix de contraction musculaire et de restriction de mobilité à d'autres endroits pour essayer de compenser et de trouver un équilibre, et ça, c'est notre quotidien d'ostéopathe après chez l'adulte. C'est ça.
Alors, ceci dit, du coup, là, on a un schéma très noir, un tableau très noir de ce qui se passe. Sur ces 42% de déformation, il y a 3%. On définit à 3% la moyenne des déformations qui restent malgré tout. Donc, on se dit, bon, c'est peu, ça va sur les 42, il y en a quand même peu, mais après, 3% je l'ai dit tout à l'heure, 730 000 naissances par an, C'est énorme. finalement, ça fait quand même un certain nombre de bébés. Et quand c'est le vôtre, c'est 100%. Voilà. Vous n'avez pas Mais envie d'avoir un bébé qui est lié comme ça et qui grandit avec une scoliose et on n'a pas envie. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait en ostéopathie? En ostéopathie, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, la première chose, c'est qu'on prend le motif de consultation. Alors parfois, c'est pas un motif de consultation en ostéopathie. Les parents, ils viennent avec leur bébé. Regardez, machin, je viens faire une petite séance de contrôle, c'est super, il est en pleine forme, il a juste 2-3 gaz. Et là, en fait, ça va pas trop. On a encore eu un ce matin. Il avait 1 mois et demi, il me semble, donc voilà, démarrage. Mais en fait, je l'ai vu dans sa poussette toute l'heure avec la maman. Je traitais la maman l'heure d'avant et je le voyais dans sa poussette regarder les lumières. Comme ça, je me dis, moi, c'est peut-être qu'il est du côté des lumières. Non, sur ma table, il n'a pas tourné la tête de l'autre côté. Il est resté bien fixé du côté de la lumière, mais celle de gauche, hein, jamais celle de droite. Et en fait, il avait déjà un aplatissement crânien. Et j'ai dit à la maman, ah, regardez du dessus. Je dis aux parents, regardez votre bébé du dessus, regardez ce que ça fait, parce que de toute façon, quand ils les regardent, c'est les plus beaux du monde. Hein. C'est passé par là. Il n'avait pas de je sais pas, mais c'était quand même les plus beaux du monde. Et toujours. Mais ils ne le voient pas, en fait. Ils ne voient pas le truc changer, et puis parce qu'eux, ils voient ça au quotidien, donc ils ne voient pas les changements s'opérer. Et en fait, vous récupérez un bébé à 6 semaines qui vient pour un bilan. Bah, il est trop cool, franchement, je viens juste pour un bilan, parce qu'on m'a dit que c'était cool d'aller chez l'ostéo. Et non, en fait, il est coincé, il est complètement coincé, il a la tête comme ça, et il est en train de s'aplatir sévèrement du côté gauche. Donc, on prend ça au sérieux. On entend tous les jours en cabinet, quand les bébés viennent avec des plagiocéphalies, ah, vous avez vu, votre bébé, il a la tête là. Oh oui, bon, on m'a dit que c'était pas grave, que ça allait se remettre tout seul. Non, ça se remet pas tout seul. En tout cas, pas tout le temps. Et le schéma de tension qui a amené à la plagiocéphalie, ça c'est sûr, il ne se remet pas tout le temps tout seul. Donc même si la forme du crâne de ce bébé à terme, elle va être pas dégueu, c'est pas sûr qu'il ne soit pas encore coincé. Donc c'est très important de le prendre en charge. On ne peut pas, encore une fois, rester avec ces bébés qui risquent de s'aggraver. Ce bébé-là, si je le laisse dans moi, il est pas loin de la sévère, quoi. Donc il faut le prendre en charge tout de suite, le prendre très au sérieux et impliquer les parents dans la prise en charge. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc là tout de suite on s'impose et on dit non, c'est vraiment un truc qu'on va prendre en charge, on ne va pas laisser votre bébé comme ça, parce qu'encore une fois, il n'y en a que 3% qui gardent cette déformation esthétique, mais 3% des naissances en France, c'est énorme, et encore une fois, quand c'est le vôtre, c'est 100%. Vous n'avez pas envie d'avoir un bébé qui a la tête de travers. Donc on le prend au sérieux. Mais oui, il est d'accord avec moi à chaque fois. En ostéopathie, qu'est-ce qu'on va faire avec ces bébés vous avez compris, je vous l'ai assez expliqué, ils sont comprimés. Donc nous, on va les décomprimer, tout simplement. Oui, on va te décompacter. On vient décompacter ce bébé pour lui libérer son cou, qui vienne regagner finalement la mobilité qu'il est censé avoir sur ce ressort. Dans le ventre de maman, il était enroulé comme ça, il s'est fait compacter et quand il sort, maintenant il essaye de grandir et il grandit soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Okay, et nous, on va venir libérer ces schémas de tension. Ça va être un travail au niveau crânien, mais pas que. Ça va être un travail au niveau du cou du bébé, des épaules du bébé, du thorax du bébé, de son ventre, de son bassin, de ses petits pieds éventuellement, pour venir libérer le schéma en entier. Le bébé fonctionne comme un ensemble, il n'y a pas juste une petite tension à travailler quelque part, une cervicale qui bloque ou je ne sais pas quoi. Non, il fonctionne, encore une fois, comme un ensemble, et il faut venir décompacter tout ça, et ça va passer par un travail à différents endroits. Pour les bébés les plus bloqués, on a parfois besoin de, je me sers de ça de 4 mains, et c'est Julie qui vient m'aider en général, pour être à 4 mains, avoir différents appuis et aider ce bébé encore une fois à lâcher son schéma de tension pour qu'il puisse après grandir de la meilleure des façons. C'est des bébés qui ont rarement juste une plagiocéphalie. Alors celui de ce matin, il était trop chouchou, finalement il avait quand même pas mal de gaz. Il avait surtout une maman méga détente, et ça aide beaucoup pour le système digestif, une maman qui est détente, mais il avait quand même pas mal de gaz parce que avec son torticolis, son machin, il avait une impaction au niveau de la base du crâne, le nerf qui balance le système digestif passe à ce niveau-là, et ça commençait à l'embêter un petit peu. Ça va être des bébés par leur... Ça c'est encore une fois.
Ça va être des bébés aussi qui, par le fait qu'ils soient impactés au niveau du crâne, vont plus facilement avoir un œil avec un canal lacrymal qui est bouché, donc c'est des yeux qui coulent tout le temps. Le pédiatre, il m'a donné déjà 2 fois je ne sais plus comment ça s'appelle, du collyre et des antibiotiques et tout ça, et puis c'est revenu à chaque fois, ça continue de couler, en plus ça coule jaune, bon je ne sais plus quoi faire. Je mets un peu de lait maternel dedans parce qu'on m'a dit que c'était bien, très bonne idée, ça fonctionne très bien et ça évite de mettre des antibiotiques, mais quand c'est coincé, c'est coincé, hein. Le lait maternel ou des antibiotiques ne régleront pas le fait que ce soit coincé. Donc voilà, il peut y avoir différents signes, tous les signes que les bébés viennent présenter, ce bébé qui ne peut pas être posé parce qu'il est inconfortable, toutes les raisons pour lesquelles on va chez l'ostéopathe, les troubles du sommeil, les troubles de fonction, les troubles encore une fois, l'œil, les troubles digestifs plus, mais on commence à être un peu connu pour ça. Parce que, encore une fois, son schéma il est ici et que tout est compacté là-dedans et qu'il a besoin de faire de la place pour que les structures puissent bien bouger. Voilà, c'est clair. Et ensuite, une fois que nous on a libéré ce schéma, il faut que les parents s'impliquent. On n'a pas le choix. Tant que, encore une fois, ce bébé, même bloqué mais en portage, n'aurait pas la tête plate. Donc, pour travailler sur cet aplatissement, on a besoin que les parents s'impliquent et qu'ils arrêtent de mettre ce bébé à plat dos et sur le côté de sa déformation. Okay. Surtout qu'une fois que vous avez un crâne, une fois que vous avez le crâne qui est aplati d'un côté, mettez-vous sur le dos, imaginez-vous avec le crâne plat d'un côté, c'est quand même vachement plus confortable d'être sur un plat que sur un rond, donc ils vont avoir tendance à y retourner. Et puis là, on nous en parlera après, ils ont plus investigué un schéma moteur qu'un autre, donc ça va être vachement plus confortable de ce côté-là, même une fois débloqué. Donc on a vraiment besoin que les parents s'impliquent là-dedans. Et là, pour ça, on peut leur proposer différentes choses. La première, la plus importante, c'est de décharger la partie de crâne qui était appuyée sur un matelas. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Ouais, je pense qu'il va. Solution pas chère et qu'on a tous à la maison a priori si on se douche. Donc ça c'est un. Hop, donc ça ce serait une serviette éponge que vous roulez comme ça de la longueur de votre bébé. Vous adaptez ça à la taille du bébé. Non, on va pas mettre Foucault sur la table. Ah, il veut voir. On va mettre bébé allongé sur le dos et si par exemple, ça va, c'est visible ou pas? Je le relèverai après. On met bébé sur le dos. Imaginons que ce bébé-là, il est aplati sur le dos, il a le crâne qui est aplati à droite. Donc a priori, il est dans un schéma où il tourne la tête à droite. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour qu'il arrête d'appuyer son crâne du côté droit, venir décharger le côté droit. Donc pour ça, hop, je viens rouler ma serviette, qui est du coup plus dense que ce tissu-là et bien mieux. Hop, 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 et je viens lui caler ça pour le faire un petit peu vriller. Ça va, vous voyez, engager la vrille au niveau de la colonne. Et venir les... Et puis de l'autre côté, parce qu'on aime les bébés et qu'on a envie qu'ils aillent bien dans leur vie, on leur fait un petit côté de doudou ici et ça leur permet aussi de ne pas basculer de l'autre côté. Puisque la crainte des parents et de tout le monde en ce moment, c'est que les bébés aillent sur le ventre et que vous connaissez la suite. Ouais. Hop. Et donc là, il a la partie droite de son crâne, du coup, qui n'est plus en appui constant sur le matelas. Et il n'est toujours pas sur le ventre. Oui, bien sûr. Ah oui, mais en fait, relever, vous êtes sur moi. Ok, on vient simplement vriller au niveau du bassin. Le bébé, il est quand même dans un dos comme ça. Ok, mais ça va l'aider à tenir ce côté. Et puis avant, vous l'avez débloqué, donc sa tête, elle tourne déjà mieux. Okay. Deuxième solution, vous pouvez le mettre carrément sur le côté. Donc après, quand ils sont plus grands, ça se passe avec des cales-bébés de ce style-là, d'accord, qui sont plus denses et dans lesquels vous pouvez les caler. Et là, on met bébé, les bras au-dessus du cale-bébé, tchac-tchac. On trouve ces cales-bébés sur les sites de Bébiscuit et Physiomat, parce qu'il faut toujours citer 2 marques, sinon ça ne va pas. Hop, et voilà. Et donc, s'il était aplati à droite, je le mets à gauche. L'os de l'oreille est un os plat, il ne s'aplatira pas plus. Et on le porte, mais là on va nous en reparler après. On le porte. Oui, si vraiment les parents ne sont pas dans le mood de vous suivre sur le calage latéral, etc. Il y a toujours des matelas qui existent, qui sont vendus, qui permettent de répartir mieux les pressions sur la tête de votre bébé. Ce ne sera jamais aussi efficace que de les mettre sur le côté. Donc, c'est vraiment la solution de dernier recours. Si vous voyez qu'ils sont complètement réticents au truc, qu'ils ne jouent pas le jeu, qu'ils ne sont pas impliqués, on va essayer de sauver un peu ce bébé et de mettre un matelas qui est un peu plus léger en pression.
Ok. Et des coussins anti-tête. Oui, des coussins anti-tête plate, dont on va parler après. On déteste les coussins anti-tête plate, puisque qu'est-ce qu'il a besoin de bouger? Dans son coussin anti-tête plate, il ne bouge pas, donc il a la tête encore plus plate. Très bien. Quand il est éveillé, bien sûr, sous surveillance, vous le mettez sur le ventre et puis bien bouger sa petite tête, et pendant ce temps-là, il n'appuie pas, il muscle son dos et tout, c'est super bien. Ok. Et vous aussi, mais là, alors elle va nous en parler. Ouais. Alors, du coup, Je vois. Du coup, en kiné, la déformation du crâne, pour nous, c'est vraiment le reflet d'un bébé qui est immobile, que ce soit brachy ou plagiocéphalie. Plagio, et en plus, il y a la notion d'asymétrie au niveau de ce qu'il a appris au niveau moteur, qu'il va falloir travailler. Du coup, c'est vraiment sur cette asymétrie posturale qu'on va travailler pour essayer justement de redonner à l'enfant un maximum de mobilité, de liberté de mouvement pour que lui-même, dans ses moments d'éveil, il puisse aller chercher partout et qu'il arrête d'être toujours sur le même méta. Sachant, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais il y a une grande partie des déformations crâniennes qui sont dues à des torticolis, qui sont une préférence rotatoire ou des torticolis du museau. Et du coup, c'est le même système, c'est-à-dire c'est des enfants qui du coup sont bloqués et qui ont investigué toute une sphère de leur corps, mais qui du coup, en étant toujours enveloppés comme ça, ils ne veulent pas du tout voir et investir de l'autre côté. Un peu comme si c'était hémiplégique alors qu'ils ne le sont pas du tout. Je grossis les traits, mais c'est un peu ça. Et du coup, nous, notre rôle en kiné, c'est vraiment d'essayer d'aller stimuler tout leur corps et d'aller retrouver ce côté qu'ils n'ont pas. Du coup, on a deux champs d'action. Le premier, c'est vraiment les parents. Et les parents, je pense que c'est au moins 80% du travail, puisqu'ils ont l'enfant au quotidien. Donc, c'est vraiment de l'éducation au niveau des parents. Je ne suis pas du tout gérée de du coup, d'abord, on va essayer de leur expliquer ce que c'est que cette déformation et de rayer de leur quotidien tout ce qui vient stimuler cette asymétrie posturale. Du coup, on arrête les transats qui empêchent l'enfant de bouger comme il veut. On arrête les cosy, sauf pour pouvoir se déplacer en voiture. Le maxi-cosy, ça met les enfants en enroulement comme ça. Alors, c'est pas mal dedans, mais par contre, pour pouvoir trouver de la mobilité, il va falloir pouvoir trouver de l'abduction, surtout quand ils sont tout petits. Et du coup, forcément, s'ils sont tout le temps enroulés, ils ne vont pas aller chercher leur schéma. Donc on oublie la sieste dans le cosy en rentrant de promenade parce qu'il s'est endormi dedans. Exactement. On oublie d'aller voir son thérapeute avec le maxi-cosy sur la poussette ou aller faire ses courses avec le maxi-cosy sur la poussette. On met la poussette ou le lambeau lui-même à plat et on n'est pas... Ou on le prend en porte-bébé. On prend un porte-bébé, ça c'est encore une deuxième solution. On oublie les cocons à début, c'est encore pire que bien, hein, et les coussins anti-tête plate qui du coup imposent au bébé voilà, pareil, un moule, alors que ce qu'on veut c'est qu'il bouge pour aller chercher toutes ces mobilités et retrouver leur symétrie. Donc on met son bébé sur un tapis d'éveil. Mais c'est pas fini. Le problème de ces bébés, et le problème de tous les bébés, c'est qu'il faut aussi faire attention, même si sur un tapis d'éveil, à tout ce qu'il y a autour, toutes les afférences sensorielles, puisque c'est grâce à ces afférences sensorielles que le bébé va justement avoir des stimulations et donc va aller chercher leur motricité. Donc, par exemple, un bébé qui est tout le temps, la maman prend, le pose sur son tapis, très bien, elle est très contente de suivre les conseils, sauf qu'elle le pose tout le temps dans le même sens, avec la fenêtre là, et en plus elle est plein sud, donc il y a une belle luminosité chez elle, et bien le bébé il va forcément aller essayer de chercher cette lumière, regarder cette lumière. Si en plus c'est sa préférence rotatoire, ou si vous bloquez déjà de base dans cette position-là, et bien en fait, on ne vient pas l'aider. D'accord ? Pareil pour les afférences sonores. C'est-à-dire que s'il y a la télé allumée, on qui se demandait si ces bébés de 1 mois pouvaient regarder la télé. Bon, et ben, s'il est sur un tapis d'éveil et que vous le changez de cadran tout le temps, on peut faire une exception. Mais voilà. Voilà. Mais bon, il y a d'autres afférences sensorielles intéressantes.
Et voilà, si la télé est toujours du même côté, qu'on va toujours, voilà, il y a le côté en plus lumineux de la télé ou de la radio ou je ne sais quoi, tout ça, ça joue. Si on veut essayer justement à l'inverse de stimuler pour qu'un bébé qui bouge comme ça, pour qu'il aille aller chercher, bah là pour le coup, on va lui mettre la fenêtre toujours de l'autre côté pour qu'éventuellement, dès qu'il en fait des oreilles, hop, il vienne un peu plus chercher. Mais en tout cas, on essaie de pas toujours, enfin, on essaie de faire attention à son environnement en règle générale. On va aussi leur demander de travailler avec leur enfant, de les stimuler, et ça sur toutes les phases du bébé. Donc, c'est la règle du 4-4. À chaque change, en gros, entre 6, 8, 10 fois par jour, en fonction de l'âge, le bébé, on va demander aux parents de mettre leur bébé 4 minutes sur chacun des côtés. Donc, les deux côtés, dos et ventre. Et de stimuler leur enfant, de jouer, de lui parler, etc., pour que l'enfant soit vraiment éveillé et que ce ne soit pas juste du passif d'être sur une face pendant 4 minutes sans bouger. Ça, c'est très important, c'est vraiment le côté, on potentialise les moments de mobilité pour que justement ces moments de sieste, si par exemple ils sont à plat dos et qu'ils n'ont pas leur bébé sur le côté, que le côté mobilité prenne le dessus et gagne sur l'immobilité qu'ils ont le reste de la journée. Ensuite, on va essayer de limiter au maximum les appuis et du coup on va essayer aux parents de porter leur enfant au maximum. Alors, en fonction des blocs de dos, de la capacité de chacun, on n'a pas forcément toujours des parents qui portent leur enfant. Mais c'est très important pour essayer justement d'avoir un minimum de contraintes au niveau du crâne, mais ça va aussi donner des afférences visuelles à l'enfant. Et du coup, lui, avec cette vie, il va aussi avoir plus envie d'aller chercher à tourner de droite, de gauche, parce que justement, il a plus de visibilité. Le portage, c'est aussi une manière de sécuriser l'enfant. Et un enfant qui est en sécurité, et en tout cas qui a ce sentiment de sécurité, il va être plus à même d'aller justement aller chercher son environnement, aller découvrir ce qui se passe autour. Que ce soit avec la tête, avec les bras ou avec les jambes. Un enfant sécurisé, c'est un enfant qui fait des expériences qui ne sont pas forcément celles qui sont les plus faciles pour lui non plus. Sécuriser l'enfant en portage, c'est lui offrir la possibilité d'aller chercher ces trucs qu'il n'a pas l'habitude de faire plus sereinement. Sur le même principe de sécurité de l'enfant, on va faire attention, on va éduquer, on va faire attention à la manière dont les parents portent leur enfant, habillent leur enfant, en tout cas manipulent en règle générale leur enfant. Parce que tous ces moments-là sont des moments où justement il va y avoir encore des stimuli, c'est une possibilité pour l'enfant d'aller chercher de nouvelles expériences. Et du coup, il faut le rendre un maximum positif pour que l'enfant justement ait envie d'aller toujours découvrir autre chose et découvrir ce côté qu'il n'a toujours pas investi. Le temps des repas, alors le temps des repas c'est particulier parce qu'il faut toujours que le repas, je pense que Ambre nous en parlerait encore mieux que nous, mais il faut que le repas ça reste un moment de plaisir. Et du coup, un enfant qui est complètement bloqué et qu'on lui demande d'aller chercher son biberon ici, ça va être compliqué. Par contre, si possible, en fonction des tensions qui se passent, en fonction de ses capacités, on va essayer à ce que la maman ne prenne pas toujours le biberon de la même manière et en tout cas qu'on varie les positions. Au niveau si la maman allait, c'est un peu différent parce que déjà il y a souvent deux seins. Donc les positions varient déjà et ensuite on ne prend jamais le bébé de la même manière et donc finalement on a déjà ce schéma d'appuyer dans différents endroits et de mettre des contraintes un peu partout au niveau du crâne de l'enfant. Voilà. Non, pas encore, j'ai pas fini. Pareil au niveau du portage, donc on parlait du coup de sécurité, mais un enfant qui est tout le temps bloqué comme ça, qui est porté d'un côté, et ben, on va peut-être essayer de le porter de l'autre côté, et du coup, et ben, pareil, ça va essayer de le stimuler pour qu'il puisse essayer de tourner la tête pour voir ce qui se passe autour et pas avoir le nez forcément dans les selles de sa maman. Enfin voilà, c'est plein de petites choses, de petits détails comme ça qui font que du coup on va essayer de stimuler au quotidien, partout, à chaque fois qu'il y a une phase d'éveil, ces bébés. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment en séance de kiné aussi, parce qu'on est passé par la case ostéo, qu'on a essayé de débloquer toutes les tensions. On va essayer de rééduquer et de réapprendre à ses enfants à utiliser tout son corps, et en tout cas être symétrique dans ses apprentissages moteurs.
Nous, on les voit en moyenne, c'est 3 fois par semaine. Du coup, le côté superviseur et accompagnateur des parents, c'est vraiment notre rôle au quotidien. Mais en fait, on a beaucoup de boulot aussi en séance. En fonction de l'âge des enfants et en fonction de ses acquisitions motrices, on ne va pas du tout utiliser les mêmes exercices, mais par contre, on va toujours utiliser les sens pour apprendre. Donc, que ce soit l'ouïe, l'odorat, la vue, la proprioception, donc le fait d'être en pesanteur, le tact, tout ça, ça va être vraiment nos possibilités pour aider l'enfant à se rééduquer. Le sens, c'est vraiment la clé pour aller chercher le moteur, en fait. Si vous voulez, le moteur, ça va être au service pour un bébé. Le fait de bouger, ça va être au service du sens, pour aller découvrir quelque chose, et le sens en lui-même, le côté sensoriel, va stimuler une action motrice. Voilà, et du coup, nous, en kiné, on ne veut pas que les bébés pleurent, parce qu'un bébé qui pleure, c'est un bébé qui n'est pas en capacité d'apprendre, et comme je disais tout à l'heure, on est vraiment en rééducation, réapprendre à utiliser tout son corps de manière symétrique. Du coup, on essaye de ne pas faire de posture prolongée, on essaie de ne pas faire de tension, par exemple d'étirement, quand on pouvait faire avant des torticolis. Ça va toujours être de l'activité, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas d'étirement, mais c'est jamais sous la contrainte, il faut que l'enfant soit toujours dans le mouvement avec vous, qu'il soit d'accord et qu'il ne pleure pas, au risque de tout reverrouiller en fin de séance. Voilà. Vous noterez la complémentarité entre nos deux métiers. Je sais qu'il y a plein d'ostéos aussi qui sont en visio. Nous, notre job, c'est de débloquer ce schéma de tension, mais parfois ce bébé, malgré le schéma de tension qui est débloqué, il va quand même avoir des préférences d'un côté, il va plus investiguer un côté que l'autre, une partie de son corps qu'une autre, et là c'est vraiment important qu'on passe le relais au kiné pour qu'eux puissent rééduquer ce schéma-là. Ça va être aussi une façon pour nous de ne pas avoir à revoir ces bébés trop régulièrement, parce que s'ils viennent rééduquer, après ils vont changer leur schéma, et ils ne vont pas revenir se fixer en permanence dans ce truc dans lequel on les a trouvés à la base. Okay, juste pour revenir sur le torticolis et la préférence rotatoire, parce qu'on avait on l'a dit un peu vite, dans le torticolis, il y a une notion vraiment de perte de mobilité d'un côté. La préférence rotatoire, c'est le bébé qui spontanément va toujours se mettre là, mais qui est capable d'aller là-bas. Il va peut-être lui manquer quelques degrés, mais il est capable d'y aller, et de façon passive, il va y aller relativement facilement. Alors que chez le bébé qui a un torticolis, on va avoir une notion vraiment de blocage, en fait. Le bébé, il ne peut pas aller de l'autre côté, il y a une rétraction musculaire en général du SCOM, du sternocleido-oxymastomastélien. Et donc ceux-là vont avoir encore plus besoin et rapidement de l'aide du kiné pour avancer. Alors, comme on disait, notre rôle, il est vraiment plus dans les 6 premiers mois, parce que ce crâne est malléable, adaptable, qu'il a une grande capacité de croissance. Passé 6 mois, on commence à... Je vais l'allaiter si tu veux. Non, mais vraiment. Ouais, vas-y. Passé les 6 premiers mois, on commence à avoir moins d'impact. Ce sera toujours intéressant de venir débloquer ce schéma, il n'est jamais trop tard pour le libérer, mais pour la déformation en elle-même qui nous intéresse, que ce soit la plagiocéphalie ou la brachycéphalie, on a quand même une notion d'urgence dans les 6 premiers mois à ce que ça change et que ça change vite. Parce que si ça ne change pas, c'est aussi une possibilité que ça s'aggrave, encore une fois. Donc c'est vraiment très important de prendre en charge ça tôt et de le prendre très au sérieux. Passé 6 mois, on peut passer sur d'autres méthodes plus invasives, on va dire, qui consistent à placer des casques sur la tête des bébés qui vont porter 23 heures sur 24. Donc là, vous vous dites tous qu'il vaut mieux amener votre bébé tôt chez l'ostéopathe plutôt que de se retrouver avec un casque passé 6 mois. C'est des méthodes, ceci dit, qui marchent bien, qui ont énormément évolué. On a des bébés qui sont mignons avec un casque. Franchement, ils font des trucs qui sont jolis, ils leur mettent des dessins dessus et tout, c'est incroyable. Donc là, il faut se tourner vers des pédiatres ou des organismes qui sont spécialisés là-dedans, qui viennent prendre des mesures très précises et nous dire qu'est-ce qu'ils envisagent de faire, combien de temps. En général, c'est ça, c'est du 23 heures sur 24, donc en gros, c'est vous donner le bain sans le casque, mais finito. Donc quand c'est l'hiver, passe encore, quand c'est l'été, bon courage avec les canicules qu'on a ces dernières années pour mettre un casque à votre chouchou. Ça fait plaisir à personne, encore une fois, et quand vous êtes de ce petit pourcentage qui en a besoin, c'est embêtant. Pour conclure sur l'histoire de porter bébé, etc., parce que c'est quand même un gros sujet. Après, on nous a dit que
l'aplatissement de tête, ça va se remettre facilement, etc. Encore une fois, c'est faux, ça ne se remet pas toujours, et encore si ça se remet, je vous rappelle que ce bébé a été comprimé et qu'il faut le libérer de ce schéma de tension. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Ce bébé, voilà, le porter. Là, la deuxième grande idée reçue, c'est oui, mais mon pédiatre m'a dit qu'il devait dormir dans son lit, et puis que si ma belle-mère elle m'a dit que si je le portais trop, il allait s'habituer, qu'il allait jamais marcher. Et que, alors là, on rentre dans le bain des idées reçues pas possibles sur l'enfant et ce qu'on a décidé qu'il devait être, à savoir un être indépendant très vite, alors qu'il n'y a pas de mammifère qui fait un être plus prématuré que ce que nous on fait. Voilà. Ils sont complètement dépendants, quoi. C'est une catastrophe. Vous avez les chevaux qui arrivent en 2 secondes, ils marchent, machin, ils se lavent, ils vont téter. Nous, on est là à les placer correctement, au millimètre près et tout. Enfin, voilà. On fait des êtres qui sont profondément prématurés et de ce fait, ils sont très dépendants. La sécurité affective d'un enfant passe par le maternage, par cette proximité, et c'est en s'attachant facilement qu'ils vont pouvoir se détacher sereinement. C'est l'inverse de ce qu'on imaginait il y a quelques années et ce qu'on a dit aux parents, laissez vos bébés dans un coin, laissez-les pleurer surtout, parce que si vous répondez à chaque fois qu'il pleure, on va vous appeler à chaque fois. Il va m'appeler à chaque fois et c'est bien, parce que s'il est en détresse, s'il est dans un inconfort, le mieux c'est qu'il ait quelqu'un pour le rassurer. Et plus vous le rassurez, dans une certaine mesure, d'autres problématiques familiales, mais plus vous le rassurez et plus il sera indépendant facilement. Et moi j'insiste là-dessus auprès des patients parce qu'on fait culpabiliser les parents pour la énième fois, les parents culpabilisent sans que ce soit leur dise quoi que ce soit, donc ils n'ont pas besoin qu'on en rajoute. Laissons-les porter leurs enfants, plus ils sont portés, plus ils se développent bien, le portage c'est une façon d'intégrer les schémas moteur, etc. Alors on en a parlé. Donc voilà, materner vos bébés, ils n'auront pas la tête plate et en plus ils seront en sécurité.